Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre atelier qui sera consacré à l'impact du numérique sur la réduction de l'empreinte environnementale dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'eau, qui sont deux filières incontournables pour faire face pour assumer les transitions énergétiques, écologiques et pour assumer le changement climatique. On parlera des technologies, du digital et dans quelle mesure elles permettent de mesurer et d'obtenir des données énergétiques qu'on peut valoriser pour optimiser le pilotage du système de production et de consommation. On abordera aussi, on parlera aussi des capteurs, de l'intelligence artificielle, qui sont autant d'outils qui permettent aussi de développer des comportements plus éco-responsables. Cet atelier vous est proposé par le pôle Aqua-Vallée et le pôle Derby. On va présenter brièvement Simon et moi avant de laisser la parole à nos intervenants et de commencer la discussion sur la question qui nous est posée. Oui, venez en fait. Vas-y Simon, tu peux mettre la slide suivante. Oui, voilà, donc moi, Simon Olivier, je représente le pôle Aqua-Vallée en tant que chargé de mission innovation. Et le pôle Aqua-Vallée, rapidement, donc on est basé à Montpellier, acteur sur la région Occitanie et PACA. Et on fédère 245 membres qui sont dans le domaine de l'eau. Alors le domaine de l'eau, ça peut être les cycles d'usage, le petit cycle de l'eau ou le grand cycle de l'eau. Donc on parle à la fois de traitement, de recyclage, de pompage, de préservation des milieux aquatiques, etc. Et voilà, pour décrire cette diapositive que vous voyez, on a une délégation en région Sud-PACA qui s'appelle EA Éco-Entreprise et qui assure un peu le relais sur la région. Et nos membres sont principalement des entreprises, donc à 90% quasiment. Les autres structures sont des laboratoires de recherche ou des associations. Et parmi les entreprises, une grande majorité sont des TPE et PME. Notre but pour animer ce réseau, c'est de mettre en lien les personnes entre elles, les structures entre elles, donc que ce soit des entreprises entre elles ou des entreprises avec des laboratoires de recherche pour faire et émerger des projets collaboratifs et innovants pour répondre aux problématiques du domaine de l'eau. Donc voilà une répartition sur la carte de droite de la localisation de nos adhérents, donc principalement en Occitanie et puis en PACA, avec une provenance aussi à l'échelle de la France pour une minorité entre elles. Suivante. C'est bon. Pour ma part, je me présente, Clément Faugeras, chargé de projet au sein du pôle de compétitivité d'Herby, dont les missions sont sensiblement les mêmes que celles du pôle Aqua-Vallée, mais sur les filières des énergies renouvelables. Donc le but, c'est aussi de susciter des synergies entre les entreprises, les organismes de recherche et les centres de formation pour faire émerger et surtout accompagner des projets d'innovation. Diapositive suivante, s'il te plaît, Amélie. Et on travaille sur ces domaines d'activité stratégiques, à la fois la production d'énergie renouvelable en Occitanie, sur les filières solaires, éoliennes, hydrogène, etc. Deuxième domaine, les réseaux énergétiques intelligents, donc le transport d'électricité et de gaz plus optimisé. On touche aussi aux enjeux d'autoconsommation, de stockage, de mobilité durable. Le troisième domaine d'activité, l'efficacité énergétique et les nouveaux usages, surtout à appliquer aux bâtiments, comment intégrer mieux et plus les énergies renouvelables au sein d'un bâtiment, par exemple. Et deux domaines d'activité transverses, le numérique digital qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et les enjeux sociétaux de formation dans ces différentes filières. Diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà, donc maintenant on va entrer dans le vif du sujet et Simon et moi, nous remercions nos trois intervenants de venir répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui dans le cadre du Green IT. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter vraiment brièvement, définir votre identité et après on passera on vous laissera à chacun 10 minutes pour expliquer, pour répondre à la question du Green IT en prenant le prisme de vos organisations respectives. Et pour terminer, on aura un moment d'échange et de discussion entre vous et avec l'auditoire. Damien, si tu peux te présenter. Allez, donc Damien Vallée, moi je suis responsable de la plateforme Totem pour le CEA.
Donc, c'est une plateforme que je présenterai après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, en gros, je suis Monsieur Énergie du CEA en Occitanie. Voilà. Christian Colombet, moi je viens d'une entreprise qui s'appelle Litmeti, qui est une start-up française dont le métier est de préserver la ressource en eau au travers de solutions plutôt innovantes. Denis Marchand, BDMIS, je suis délégué aux affaires régionales et à la transition écologique pour le territoire Occitanie et c'est gestionnaire de la distribution électrique. Parfait. Bon, on va rester avec vous, Tony. Et je rappelle la question de l'atelier. Comment le numérique contribue à réduire l'empreinte environnementale des filières énergie renouvelable et eau, dans votre cas, sur les filières énergie renouvelable. Il me semble qu'on peut commencer par parler des compteurs Linky. Tout à fait. C'est au point de départ peut-être de la réponse. On vous laisse. Alors, en fait, je vais effectivement revenir sur le compteur Linky était le bon sujet pour parler de la donnée et de comment on la traite chez nous, en interne et avec les clients. Alors déjà, revenir. L'Enedis, c'est gestionnaire du réseau de distribution électrique. C'est le réseau donc moyenne tension et basse tension. On amène l'énergie avec jusqu'au compteur du client. Et on est concessionnaire de ce réseau, on n'en est pas les propriétaires. Ça représente 36 millions de compteurs déployés sur les 4 millions de kilomètres de lignes en fait, sur le territoire français. Notre métier, il est double. D'une part, il est de maintenir, de développer ce réseau électrique et également de faire en sorte que la fourniture chez le client soit permanente et de qualité. Et donc, le compteur Linky au centre de tout ça, en fait, nous apporte c'est-à-dire un premier volet qui est de nous permettre de nous donner de l'information sur le fonctionnement du réseau lui-même, même si on a des capteurs qui sont répartis sur le réseau. Là, avec un compteur qui nous donne de l'information tous les jours, finalement, ce qu'on peut connaître en temps réel, c'est est-ce que ça fonctionne partout, chez chaque client, et dans de bonnes conditions. Et ça nous permet donc d'améliorer la performance du réseau. En particulier, il faut imaginer que quand il y a des compteurs qui ne remontent plus l'information, on est au courant, on est informé, et du coup, on peut intervenir chez le client avant même que lui nous appelle pour pouvoir nous dire je suis désolé, mais j'ai courant ce moment. Nous, on peut s'en rendre compte en amont. Mais également, dans toutes ces données que l'on peut récolter sur cette chaîne de communication du compteur, c'est des données d'analyse que l'on fait régulièrement pour optimiser le fonctionnement. Par exemple, ce qu'on appelle l'équilibrage des phases, de manière à ce que les clients ne perçoivent pas de variation de tension, qu'il n'y ait pas de surtension sur le réseau. Nous, ça nous permet d'analyser ces données alors on prend ce qu'on appelle des poches du réseau. Donc, il faut imaginer des quartiers, par exemple, où là, on analyse régulièrement pour dire est-ce que le réseau électrique est dans son fonctionnement optimal, c'est-à-dire est-ce qu'il respecte bien la tension de 240 volts, est-ce qu'il y a des variations, parce que comme il y a des producteurs sur le réseau, ça peut faire varier ces données-là. Et donc, nous, ça nous permet de nous adapter sans que le client, finalement, se rende compte de ça. On vient adapter pour avoir la meilleure qualité de fourniture requise, de manière à ce que quand le client appuie sur son interrupteur, ça fonctionne à chaque fois. Et pas uniquement. On se compare souvent aussi aux autres distributeurs en Europe ou à l'étranger. On a la chance d'avoir été reconnu au niveau international comme ayant le meilleur réseau au monde. Pour une raison simple, c'est qu'on a ce qu'on appelle la qualité de fourniture qui est inférieure à 75 minutes en France. Alors que si vous comparez, par exemple, aux États-Unis, le temps de coupure moyen par client, ils le comptent en jours. Ils sont à 3 ou 4 jours par an. Et nous, on est à 75 minutes par an. Voilà. Et tout ça, c'est parce qu'effectivement, on exploite en temps réel les données de ces 36 millions de compteurs qui nous permettent de nous informer sur la bonne santé du réseau à des mailles très, très fines. Le deuxième usage que l'on a de ces données, c'est effectivement le compteur. Aujourd'hui, il enregistre la consommation journalière. Donc déjà, ça permet d'apporter un avantage au client. C'est que finalement, il y a une facturation qui peut être faite quotidiennement. Donc, il sait ce qu'il consomme tous les jours. Et non pas une consommation avec un rattrapage annuel, etc. Parce qu'il y a une estimation et puis il y a un relevé qui est fait qu'une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans. Là, le relevé de consommation étant fait tous les jours, le client peut demander à avoir une facturation hyper précise. Ces éléments-là, on remonte sur notre système d'information, on appelle ça des courbes de charge. Si le client le demande, en fait, on enregistre ces courbes de charge et on lui met à disposition à travers la plateforme de son fournisseur. Et donc, le consommateur peut mieux comprendre
Et finalement, où est-ce qu'il consomme peu, où est-ce qu'il consomme beaucoup, parce que lui est le seul à savoir finalement ce qu'il en fait derrière de cette énergie. Et par contre, il va être capable de se dire, bah là, j'ai consommé énormément pendant le week-end alors que j'étais pas là. Parce qu'il va se rendre compte que peut-être il a laissé le chauffage, peut-être qu'il a laissé les fenêtres ouvertes, etc. Mais ça va lui permettre de s'améliorer dans son comportement pour améliorer finalement la manière dont il utilise son habitat. C'est moins consommer d'énergie. Cette information, elle est transmise. Alors, cette information, elle est stockée effectivement entre guillemets chez nous et mise à disposition des fournisseurs. Et c'est à travers l'interface des fournisseurs que les clients peuvent récupérer cette donnée. Et donc, ce qu'on appelle, c'est une donnée différée. Hein, ils l'obtiennent pour le lendemain. Et par contre, ça leur permet effectivement de revenir sur leur consommation, y compris sur toute une année, pour savoir finalement ce qui s'est passé chez eux et s'adapter. Ils peuvent aussi se rendre compte de dire finalement, si j'isole, si je fais attention à baisser mon chauffage, quel est l'effet sur ma consommation, ils vont pouvoir se rendre compte de ça. Donc, ces informations sont des informations qui sont en temps différé. Ça, c'est pour la maison individuelle. Là, après, on passe sur les usages dits tertiaires ou industriels, où là, effectivement, il y a des entreprises dont la spécialité, c'est de récupérer ces données et les utiliser avec de l'intelligence artificielle ou avec, on va dire, des moyens plus évolués d'analyse qui permet pour un bâtiment entier, d'optimiser la manière dont il fonctionne. Avec justement, par exemple, quand un bâtiment est surchauffé la journée, le soir, plutôt que de continuer à vouloir le refroidir en utilisant l'énergie électrique avec des pâtes ou des clims, c'est simplement peut-être d'aérer le bâtiment avec de la ventilation. Et ça, c'est des choses qui nécessitent de capter ces informations régulièrement et de pouvoir prendre des décisions ensuite, de voir les effets qui en découlent. Ça, c'est fait sur des périodes qui sont relativement longues, puisque finalement, ils sont capables de remonter sur toute une année pour savoir comment le bâtiment s'est comporté en période hivernale, en période de forte chaleur, etc. Et le troisième point après, c'est également les données du temps réel. Parce que finalement, le compteur, et ça fait partie du choix industriel qu'on a fait, de dire les données qui sont enregistrées ne doivent être transmises qu'une fois par jour, parce que ça consomme quand même aussi de l'énergie de rapatrier ces données. Il faut imaginer 36 000 compteurs. Et donc, on a choisi de dire on fait une seule remontée par jour de ces informations, et non pas du temps réel. On ne remonte pas en temps réel les données. Les données qui sont produites en temps réel par le compteur, elles sont disponibles au niveau du compteur, donc dans l'habitat, avec un pas de 2 secondes. C'est-à-dire toutes les 2 secondes, il y a une mise à jour de l'information. Et là, c'est très très riche en informations. On appelle ça la téléinformation client. Dedans, il faut imaginer que l'on a non seulement les données du contrat, puissance de coupure, la puissance maximum qui a été utilisée, mais également la puissance instantanée qui est consommée. Et donc là, pareil, le client peut mettre en place, à travers ce qu'on appelle les gestionnaires d'énergie, un système de décision pour dire finalement à quel moment je fais fonctionner mon chauffage, mon chauffe-eau, etc., par rapport aux grilles tarifaires, parce que les tarifs peuvent varier en fonction des heures de la journée. Mais également, peut-être, et là, c'est là qu'on rentre dans le système avec beaucoup plus d'intelligence, c'est quand on a des panneaux solaires chez soi qui sont en train de produire, finalement, c'est comment on utilise au mieux l'énergie qui est produite sur son propre toit, par exemple, pour pouvoir le consommer directement et non pas réinjecter ces électrons sur le réseau pour qu'ils puissent être réutilisés à un moment donné. Parce que la grande difficulté que l'on a avec ces électrons, c'est qu'ils ne sont pas stockables aujourd'hui de manière industrielle, en tout cas pas à la maille du réseau électrique français. Et donc, du coup, ce système électrique nécessite de pouvoir consommer les électrons en temps réel et ne pas avoir une interface de stockage. Et donc, pour le client, de cette possibilité-là d'avoir ces informations en temps réel, donc quand il produit, de pouvoir les utiliser. Il faut imaginer un système qui est capable de dire j'ai des électrons qui sont produits par mon photovoltaïque, je vais déclencher un usage, par exemple le chauffe-eau, par exemple la machine à laver, par exemple, justement, je vais mettre plus de chauffage, mettre plus 1 degré ou plus de degrés pour avoir comme il y a de l'inertie dans le bâtiment, je vais pouvoir surchauffer pendant quelques temps, comme ça, quand il y aura plus, en fin de journée, quand il n'y aura plus de soleil, alors la maison va quand même bien chauffer. Et donc, il y aura un certain confort client qui n'aura pas, qui ne va pas devoir attendre le moment où il rentre en disant je remets le chauffage à ce moment-là et j'utilise à ce moment-là des électrons qui sont issus du réseau et parfois donc plus chers. Voilà pour mon propos pour le moment et puis on en reviendra peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup. Sans plus de transition,
Donc, quelqu'un a une question à poser, j'espère. Je pense qu'on Peut-être qu'on on a des questions à les la questions fin. après. Ouais, Mais mais, pensez à les noter pour ceux qui sont en ligne ou même ceux qui sont ici, à noter un peu vos questions. Et puis, donc, il y en a une urgence, oui. bien sûr. Nous, on peut passer à la diapositive suivante. Et à Damien, on a parlé. Merci. Donc moi, je vais vous présenter, alors ça fait le lien avec ce que vient de dire Tony par rapport alors, moi, à l'échelle un peu plus locale. Je vais vous parler de Totem, donc de ma plateforme, sur le lien entre l'IA et les systèmes énergétiques. Donc l'idée étant de dire comment j'utilise finalement l'IA comme un outil pour optimiser le pilotage énergétique de systèmes complexes. Je vais diapositive suivante. On va passer assez vite pour que je puisse laisser du temps un peu pour les questions. Ça va bien. Voilà. Donc, c'est pour montrer que ça existe en vrai, ça tourne. Ça fait 3 ans que ça fonctionne et donc on a des retours d'expérience. Bon, je vais passer rapidement dessus. Les enjeux de la transition énergétique, on les connaît tous, mais quand même, nous, ce sur quoi on focus, c'est quand même intégrer massivement des ENR et le stockage, apporter de l'intelligence au système pour le piloter, j'y reviendrai un peu après. Accompagner la mobilité décarbonée, on va dire, et son infrastructure de recharge. Et puis, évidemment, qui parle énergie aujourd'hui parle forcément impact environnemental. Et qui parle impact environnemental doit le faire sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, c'est aussi des choses qu'on regarde de très près sur Totem. Diapositive suivante. Je ne m'étends pas dessus, ça, c'est les données techniques. Donc, en gros, ça dit tout ce qu'on a sur Totem. Donc, pour faire simple, on a de la production PV, c'est la seule source d'énergie du bâtiment. On a forcément du stockage parce que, comme ça a été dit avant, les électrons, quand ils sont produits, il faut bien soit en faire quelque chose, soit les stocker, soit ils sont perdus. Donc, nous, on les stocke soit dans des batteries, soit en les transformant en hydrogène. Et les usages, c'est ceux du bâtiment et également ceux de la mobilité électrique, avec des véhicules électriques, des stations de recharge, également une station hydrogène, et puis un stock hydrogène assez conséquent, quand même, de 100 kg d'hydrogène à 200 bars. Donc, tout ça, pour bien comprendre, c'est notre terrain de jeu. Le but du CEA, c'est de faire du transfert technologique vers les industriels. Donc pour ça, on a besoin d'avoir les jouets qui vont bien. Et donc, c'est ce que je viens de vous décrire. Mais l'objectif, il est surtout de pouvoir ensuite adresser les sujets qui nous sont demandés, les cahiers des charges qui nous sont demandés par les industriels pour innover. J'y reviendrai après s'il y a des questions. Voilà, ce slide-là est peut-être le plus important par rapport au sujet du jour. C'est juste pour illustrer quelque chose qui s'applique, je pense, à n'importe quel système énergétique. C'est un triptyque dans lequel on a en bas à gauche les technologies. J'y reviens pas, c'est tout ce dont on parle un peu partout. C'est là-dedans qu'on va retrouver le PV, l'éolien, les batteries, l'hydrogène, etc., etc., tous les procédés de conversion. Donc c'est là-dedans qu'on va parler d'efficacité technologique. À droite, on a les usages, qui est moi le thème qui m'est le plus cher parce que c'est finalement la finalité. Et là, on va parler de scénario d'usage, tu parlais de courbe de charge. Donc là, c'est de dire, OK, l'énergie, à quoi elle sert, à quoi elle est utilisée. Et entre les deux, les systèmes énergétiques sont devenus à tel point complexes, en tout cas pour ceux dont on parle, qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de les piloter de manière optimale à la main, c'est-à-dire avec le cerveau humain, en prenant des décisions à chaque instant, de dire voilà, quelle est la meilleure chose à faire de l'énergie, de mon flux énergétique, est-ce que je stocke, est-ce que j'utilise, est-ce que je prends sur le réseau, est-ce que je charge une voiture, etc., etc. Donc, il faut des systèmes de pilotage. Donc, il faut de l'IA, ça c'est une certitude. Par contre, il ne faut pas que ça nous enlève un point qui est très important, qui est de dire déjà qu'il faut définir quel objectif je poursuis avec mon pilotage, sur quels critères je définis cet objectif, et surtout, c'est le point le plus important, sur quel levier je peux jouer. C'est-à-dire, si je veux pouvoir piloter mon système et optimiser quelque chose, il faut que je puisse jouer sur quelque chose au niveau de l'énergie. Sinon, ça reste simplement un gain au niveau efficacité technologique et il n'y a pas réellement de pilotage. Bon, ceci dit, il n'y a pas besoin forcément de pilotage très complexe dans tous les systèmes énergétiques parce que ça amène quand même d'autres contraintes en termes de capacité de traitement informatique, en termes de quantité de données générées, d'algorithmes, etc., etc. Et quand c'est nécessaire, il faut définir les leviers sur lesquels on joue. Et le point le plus important pour moi, quand on parle énergie et IA et pilotage optimal, c'est de dire les algorithmes et l'IA peut déterminer effectivement ce qu'on appelle la trajectoire optimale de pilotage énergétique. Par contre,
la responsabilité de ce que je fais d'énergie, les choix qui sont faits, doivent rester, à mon sens, au niveau de l'usager. Et le lien entre les deux, c'est le grand domaine de l'aide à la décision, qui pour moi est un élément central, c'est-à-dire l'IA est là pour aider l'usager à prendre les bonnes décisions en traitant une grosse quantité de données, en faisant tourner des algorithmes mathématiques compliqués et en faisant ça très vite. Par contre, il doit arriver à laisser le choix final et la responsabilité à l'usager. L'usager pouvant être une usine complète. Et l'usager, là, c'est forcément, vous adressez à des entreprises, industries. Ça peut être la maison individuelle, D'accord. on est tous Ok. usagers de notre énergie chez nous, mais si je suis le responsable énergétique d'une entreprise fortement énergivore, là, je suis l'usager finalement, le décideur de ce que je fais de l'énergie. Et pour illustrer ça de manière très concrète, on va passer au slide suivant, s'il te plaît, Anaïs. Merci. Voilà, c'est mon dernier slide, je crois, et qui illustre ça sur un cas concret qu'on a mené avec une entreprise qui s'appelle Futura Gaia. Donc là, la personne avec la Charlotte, c'est le PDG, qui passait hier, d'ailleurs, je crois, sur BFM TV. Donc c'est une boîte qui a vraiment beaucoup dont on parle pas mal. Sans rentrer trop dans le détail technique, en gros, ils font pousser des plantes sur des systèmes verticalisés en intérieur. Donc ça, il y a tout un tas d'avantages. Par exemple, ils utilisent très peu d'eau. Il n'y a pas besoin d'utiliser de pesticides, d'insecticides. C'est très résilient par rapport aux contraintes climatiques et autres. Par contre, le gros point noir, en tout cas le point de vigilance pour lesquels ils sont venus nous voir sur Totem, c'est l'énergie. C'est-à-dire que tous ces systèmes-là, finalement, consomment beaucoup d'énergie. Et donc, la question qu'ils nous ont posée, c'est comment je peux arriver à minimiser la quantité d'énergie que j'utilise, ou optimiser en tout cas la manière d'utiliser l'énergie, pour répondre finalement à la fois des besoins économiques, avoir une facture la plus basse possible, répondre à des besoins qualitatifs, c'est-à-dire que ça ne vienne pas dégrader la croissance de mes plantes, et répondre à des besoins environnementaux, c'est-à-dire faire en sorte que cette énergie-là puisse représenter un gain par rapport à simplement venir prendre l'énergie du réseau. Et donc on a fait l'exercice avec eux en utilisant comme levier de pilotage la température des champs de culture et les temps d'ensoleillement des plantes. Donc on leur a posé des questions qui n'étaient pas forcément posées jusqu'à maintenant. Par exemple, comment je peux m'amuser à éteindre et allumer la lumière et comment la plante va vivre, sachant qu'elle passe déjà pas mal de temps à tourner, donc ça peut être un peu anxiogène pour la plante. Et donc, à regarder également le critère d'impact environnemental. On a choisi, là, par exemple, de regarder de plus près le taux carbone de l'énergie du réseau, parce que c'est le mix énergétique a un taux carbone qui varie. Pour faire simple, si on prend l'énergie qu'on importe d'Allemagne, elle va être fortement carbonée, et si on l'utilise en local à partir du nucléaire, elle l'est moins. Et donc là, on a regardé notre capacité à prédire l'évolution. Le bilan de ça, c'est qu'on a eu 38% de gains économiques et 30% de gains d'un point de vue impact environnemental sur une période de 90 jours. Donc ça, c'est un exemple concret, réel, de dire j'ai mis de l'IA dans un système de pilotage énergétique en définissant des objectifs d'optimisation et en jouant sur des leviers réels de ma production pour voir ce que ça fonctionne. Par contre, pour illustrer ce que je disais avant, c'est un outil qui définit la trajectoire optimale de pilotage. Par contre, les critères, les potentiomètres sont dans les mains de l'utilisateur final, donc en l'occurrence du PDG là, qui tient un iPad et qui, lui, décide à un moment donné, c'est lui qui prend la décision finale. Par contre, il le fait en connaissance de cause avec un outil qui l'a aidé en traitant beaucoup de données et en faisant tourner des calculs mathématiques complexes. Et c'est quel type de plante ou pour quelle destination Alors, c'est plantes aromatiques, tomates cerises, fraises. Ils sont approchés par le milieu pharmaceutique pour tout ce qui est CBD. C'est un domaine un peu particulier, mais c'est vraiment plutôt des salades aussi. C'est plutôt tout ce qui peut rentrer, on va dire, dans une grosse machine à laver. Il faut imaginer, hein, ça fait à peu près 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. C'est un cylindre, en fait. Hein. C'est un cylindre, c'est vraiment ce qu'on voit là sur la photo. Il y en a 400. Ouais. Eux, leur modèle, c'est qu'ils développent l'usine. Ils ne font pas pousser des plantes, donc ils vendent des usines clés en main. Donc à des coopératives agricoles, par exemple. Et là, effectivement, et ça tourne tout doucement, ça fait un tour à peu près en 1 heure. Ou pas. Pardon. Voilà. Donc, pour répondre. donc c'est plutôt la culture nourricière. Exactement. Ouais.
Et donc, il y a un lien avec l'eau, puisqu'elle consomme très peu d'eau. Il y a un lien avec l'eau parce que c'était un des critères sur lesquels nous, on n'a pas joué parce que c'était relativement bien maîtrisé. Et ça, le côté rotatif aide beaucoup. Oui, j'imagine que c'est par trempage, quoi. C'est finalement que ça. Alors, c'est même pas par trempage, c'est vraiment du goutte à goutte. Ouais. Mais le côté vertical fait que quand la plante se retrouve la tête en bas, à échéance régulière, l'eau, c'est plus facile pour la plante d'intégrer, l'eau s'en va moins. Donc, il n'y a pas une goutte qui est dépensée C'est bien. à tort. Ok. Bah, ça fait une bonne transition Merci. avec le sujet de l'eau, du coup, et sur l'optimisation. Il y a une question en ligne et comme je j'ai qu'un écran, donc je suis désolée, je vous interromps. Est-ce que vous voulez y répondre maintenant ou... Alors, je peux y répondre maintenant, c'est assez facile. Non, ça ne comprend pas la consommation énergétique de l'IA elle-même. Ceci dit, je pense que si on faisait les calculs des ordres de grandeur, ça ne représenterait pas grand-chose. Alors, il faut savoir clairement le côté impact environnemental. Si on s'était amusé à faire une ACV, donc une analyse de cycle de vie sur tout le cycle complet, c'est extrêmement complexe. Ce n'est pas vraiment le sujet de fond. On a souhaité regarder un critère qui nous paraît important, qui est de dire tout simplement, là, sur cet exemple-là, on avait des panneaux PV, des batteries seconde vie et l'énergie du réseau. Donc, notre système doit piloter à chaque instant qu'est-ce qui fait de l'énergie. Et à notre sens, la variation du taux carbone d'énergie du réseau est vraiment un facteur 1, là où la quantité de données générées, comme on reste en local, est quand même beaucoup plus limitée par rapport à cette quantité. Les 30% de gains environnementaux ne se basent que sur la partie énergétique, du coup. Oui. Toute la structure qu'on voit, je suppose, La structure métallique, etc., Alors, l'extraction de matière qui va derrière, etc. Tout ça, c'est pas du tout pris dans le 30%. non, C'est que le prisme énergétique. alors c'est plutôt, on va dire, un gain relatif entre avec et sans système de pilotage énergétique. Donc, j'ai envie de dire, toute la structure de base d'un point de vue impact environnemental, la CV est la même. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout l'aspect, quel est l'impact environnemental du fait d'avoir construit une usine par rapport au fait de faire en pleine terre, par exemple. Okay. Là, on ne répond pas du tout à cette question. Oui. D'accord. Merci. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on passe au sujet de l'eau avec économie, énergie, économie de l'eau. Oui, c'est ça. Alors, on peut peut-être prendre un petit peu de hauteur par rapport au domaine de l'eau, puisque c'est un domaine qui n'est pas forcément assez très très connu. On parle de l'eau potable en France, on parle des réseaux d'eau potable qui alimentent nos robinets. En France, c'est à peu près 900 000 km de linéaires de réseau. C'est un rendement qui est de l'ordre de 80%. Ça veut dire concrètement que il n'y a que 80% de l'eau que l'on produit qui arrive à destination. Ça veut dire aussi, en substance, que 20% de l'eau est perdue finalement par des fuites. Et ces 20% à l'échelle nationale, ça représente 18 millions de mètres cubes d'eau, ce qui est juste la consommation de la Belgique. Donc, c'est pour mettre un petit peu les choses à leur place. C'est énorme, en fait. Cette problématique de l'eau, en fait, en France, c'est quelque chose d'assez colossal. Les méthodes de recherche de fuite, parce que les réseaux sont enterrés, donc malheureusement, c'est moins facile à trouver que s'ils étaient en aérien, c'est beaucoup plus simple. Les méthodes de recherche de fuite n'ont pas changé depuis une quarantaine d'années. On s'appuie en fait sur de l'acoustique pour pouvoir écouter le bruit des coulements d'eau dans la conduite et détecter l'anomalie qui pourrait être le bruit d'une fuite qui, elle, génère un bruit différent. Et donc, autour de ça, il y a les outils qui sont traditionnellement utilisés depuis une quarantaine d'années. Ils sont tous basés sur l'acoustique. Avec des chiens aussi. Des chiens qui reniflent. Peut-être plus marginalement, mais. Très marginalement, en fait, le chien, c'est une bonne idée. Son flair va lui permettre de détecter la présence de chlore dans le sol. Mais si je vidange ma piscine, le chien va venir devant ma maison en disant qu'il y a une fuite. Non, je vidange juste ma piscine. Donc, ça trouve quand même ses limites, quoi. Le chien, c'est très bien, hein, mais pas dire que c'est la solution miracle. Enfin, je ne crois pas. Je me laisse passer en disant ça, surtout pas. La méthode traditionnelle de recherche de fuite dans les réseaux, c'est un petit peu comme quand on pense en GPS, hein, qu'on va partir de Toulouse à Carcassonne. Et je ne dis pas ça parce que je suis carcassonnais, hein, mais je pars de mon point zéro et j'arrive à la fin et j'ai fait tous les kilomètres. Donc c'est pareil pour un chercheur de fuite. Il part d'un point A de son réseau et puis il va aller jusqu'au point Z. Ça lui aura pris énormément de temps. Le temps qui termine, il y a évidemment d'autres fuites qui auront apparu sur son réseau. Enfin bref, c'est un puissant fond. Liquidity, en fait, c'est une start-up française qui
C'est l'idée du fondateur de Liquidity qui est assez intéressant, puis il s'est dit, mais finalement, quand on regarde bien les choses d'un peu loin, comme ça, on s'aperçoit que tous les réseaux ne sont pas fuyards. Il y a des endroits où il n'y a jamais de fuite et il n'y en aura jamais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contrainte de mouvement de sol, par exemple, ou des choses qui font que ça va casser un moment ou un autre. Donc, si on pouvait savoir, avant d'y aller, quels sont les secteurs qui sont fuyards, on pourrait sans doute gagner beaucoup de temps et d'efficacité dans la recherche. C'est ni plus ni moins que la loi de Pareto, pour ceux qui connaissent, appliquée au domaine de l'eau. La loi de Pareto dans le domaine commercial, par exemple, c'est de dire que 20% d'une gamme de produits pèse 80% du chiffre d'affaires. Dans le tourisme, c'est les 20% du milliard de côtiers qui représentent, qui concentrent 80% des touristes. Donc, l'idée de base, c'était de pouvoir modéliser ce que c'était qu'un réseau d'eau, modéliser ce que c'est qu'une fuite, et sortir un peu des sentiers battus qui consistent à faire cette recherche systématique à l'aveugle, finalement, puisqu'on ne sait pas trop où chercher, et déterminer à l'avance, au travers d'un algorithme, d'une IA, puisque le mot est jeté, on travaille avec de l'IA, déterminer quels sont ces réseaux potentiellement fuyables, en tout cas ceux qui concentrent 80-90% des fuites. Et on y arrive. Et ça veut dire concrètement qu'on est capable d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, finalement, dans la recherche de fuite, et d'assécher plus rapidement ces réseaux auprès des collectivités auprès desquelles on travaille. Je crois que j'ai quelques petites slides qui illustrent un petit peu mon propos. Donc, par exemple, ça, c'est le résultat d'une analyse en fait d'un réseau d'IA. C'est l'AVOR pour ne pas le nommer, c'est pas plus loin d'ici. En fait, on va découper le réseau de la collectivité en 3 parties. La partie qui nous intéresse, c'est ce qui est en rouge, c'est celle qui concentre le plus de fuites au kilomètre. La partie orange, c'est une partie médiane où on va avoir une concentration moyenne. Et la partie bleue, c'est celle où on ne va jamais aller, parce qu'en fait, il ne se passera pas grand-chose. Vraiment, ce sera vraiment désespérant de faire la recherche de fuites dans ce secteur-là, puisqu'il n'y a rien de fait. Résultat des courses, finalement, on va chercher les fuites uniquement sur 30% du réseau. On fait que ça concentre pas mal de fuites. Donc, on va gagner énormément de temps et d'efficacité. Juste à titre d'exemple, sur l'abord, par exemple, en 10 jours, on a réduit de 70% le volume de fuite de la ville de l'abord. Donc, c'est quand même pas mal. C'est 30 mètres cubeurs, c'est une piscine par heure à peu près de perdu. Et on a réduit ça de 70%. Alors, on n'a pas asséché malheureusement, mais on aurait bien voulu, mais 70% c'est louable. C'est plutôt bien. On va sortir un petit peu les sentiers battus aussi dans notre démarche, puisque on propose bien sûr des prestations de recherche de fuite, mais contrairement à ce qui se fait d'habitude, on ne facture pas au kilomètre ou à la journée de travail, on facture au résultat. Donc, voilà, nous on est confiants dans notre client, on sait qu'elle fonctionne. Donc on s'engage concrètement à vous diviser par 2 votre volume de fuite avant de travailler. Voilà un petit peu notre mode de fonctionnement. Est-ce que, par rapport à justement, comme tu parlais du gestionnaire, est-ce que c'est une prise en main qui est facile de l'outil? Est-ce que pour le guider justement à ça, c'est notre outil de travail. En fait, le gestionnaire de réseau d'eau n'a pas accès à ces données-là. C'est notre outil de travail, c'est ce qui fait qu'on va orienter notre propre recherche. Alors, au tout début de Liquidity, en fait, on vendait entre guillemets des cartes. C'était ça juste et on s'impliquait quand même sur le résultat en disant, bah oui, nos cartes sont bien, regardez, on vous garantit un résultat. Et on se rend compte que finalement, on bouleverse tellement les habitudes des opérateurs qui sont en place, qui ont l'habitude de travailler comme ils faisaient du point A jusqu'au point Z, que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, on peut pas, si on ne prend pas les choses en main de A à Z, ça ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, on propose une prestation que l'on maîtrise de A à Z, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire. Donc ça, c'est vraiment notre outil de travail. Et je ne sais pas si vous l'avez fait, ça pourrait être intéressant. Donc, on a l'économie d'eau qui peut être réalisée, mais l'économie d'énergie aussi liée au fait qu'on déplace moins de matériel, moins de pour intervenir. Il y a 2 choses en fait qui sont importantes. La première chose, c'est l'eau. Alors, quand on parle de grands cycles de l'eau, ces 20% ne sont pas perdus, puisqu'on sait bien qu'ils vont forcément revenir à la mer, à un moment ou à un autre. Donc, ça va refaire la condensation, ça va refaire des nuages, il va repleuvoir, et ça va revenir, etc. Sauf que j'en dis juste un petit détail, c'est que produire de l'eau, ça coûte cher. Et en énergie, et en produit. On consomme à peu près 1 kilowatt d'énergie pour produire 1 mètre cube d'eau. Donc, on parle de l'abord avec ces 30 mètres cubes à l'heure de perdu, c'est 30 kilowatts de perdu à l'heure. Pour rien. Il l'a produit, il l'a mis en distribution et elle s'est perdue. Donc, bien évidemment, quand on réduit de 70% le volume de fuite, on réduit aussi de 70%
la consommation énergétique liée à la production de d'énergie. la production, et puis Et on réduit aussi la maintenance des réseaux de 70%, enfin on réduit. ou même aux matériaux, En cascade. des canalisations qu'on ne va pas Ouais. remplacer parce que Parce qu'elles ne vont pas vieillir de façon prématurée, parce qu'elles sont moins sollicitées. Enfin, c'est tout en cascade. Hein. En fait, on est dans un domaine qui est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve en tout cas, c'est quelques années que je gravite dans ce domaine-là. Je trouve ça hyper intéressant parce que, ouais, il y a des choses à faire, je pense, en écologie, entre guillemets, ou en économie d'eau. C'est quand même précieux. On n'a jamais autant parlé de l'eau que cet été. Parce qu'il faisait 45 degrés partout, quoi. Vous avez peut-être fini. Ouais, bon, jamais, moi. Est-ce que je n'ai pas bien compris les entrées que prenait l'IA pour arriver à ce résultat? Est-ce que c'est des points de débit, des points de calcul de débit? Alors, c'est un petit peu comme Panoramix, hein. Jamais il donnera sa recette, en fait. Hein. D'accord. Mais sans trop en dire, en fait, je ne sais pas s'il y a une autre slide, peut-être. Attends, J'ai abordé peut-être un peu le sujet, je crois. Eh bien, non. Une autre, peut-être, on ne sait jamais. Eh bien, non. Oui, Panoramix ne donne jamais sa recette. En fait, non, sans plaisanter, on a besoin d'entrer, évidemment. En fait, notre start-up, pendant 3 ans, il a fallu faire de la recherche et développement. Et l'idée, c'était de construire une base de données. Et cette base de données, aujourd'hui, elle fait à peu près 600 000 fuites et toutes leurs caractéristiques, et 300 000 kilomètres de réseau et toutes leurs caractéristiques. C'est énorme, hein, c'est le tiers du réseau français ou c'est l'intégralité du réseau anglais ou italien, par exemple. C'est colossal. Et ça va nous servir en fait à modéliser. Donc on a besoin de quelques éléments quand même propres à la collectivité avec qui on travaille. On va demander le plan du réseau, les caractéristiques de canalisation, ce qu'on appelle un SIG quand on est dans le domaine. Donc c'est le schéma finalement du réseau avec ses caractéristiques. Donc on a des longueurs, on a des diamètres, on a des matériaux, on a des années de pause, on a des fuites. Et ensuite, on va augmenter ces éléments-là, ces critères-là, avec d'autres critères qui sont des critères parfois statiques. Hein. C'est tout bête. Hein. C'est est-ce que la canalisation est sous chaussée? Est-ce que c'est une rue qui est très passante ou au bout d'une impasse? Parce que les contraintes en dessous ne sont pas les mêmes. Si on a une impasse ou une avenue qui est ultra passante. Est-ce que c'est en pente? La question est toute bête. Mais en bas, il y a plus de pression qu'en haut. Donc, en fait, en bas, c'est peut-être plus fragile qu'en haut. Des choses simples. Et ensuite, on va s'intéresser à l'imagerie satellite. On va rajouter des éléments un peu plus dynamiques, à savoir des variations de température au sol, des variations d'hygrométrie, des mouvements de sol. Donc c'est du croisement de... Il y a une centaine de critères qui déterminent ce que c'est finalement, quelles caractéristiques du réseau d'une collectivité. L'IA est chargée de faire des corrélations. Exactement. Ces critères. L'IA est chargée de faire des hypothèses en fait, sur des éléments qui peuvent manquer. Et l'algorithme, lui, va être vérifié par rapport aux fuites historiques. Oui, comme vous allez sur le terrain, vous pouvez faire apprendre à votre IA. L'apprentissage, on le fait avec l'historique de fuite. Oui, Par exemple, si on a 5 ans d'historique de fuite, on va renseigner à notre IA les 4 premières années. On va faire les hypothèses qu'on doit faire pour entraîner notre modèle. On va masquer la 5e année et on va demander à notre IA de retrouver toutes les canalisations sur lesquelles se sont produites toutes les fuites de 2022. Si on est capable de faire ça, alors on serait capable de savoir où elles seront, de se projeter sur 2023. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est un modèle qui fonctionne très très bien. On n'a pour l'instant jamais failli. Quand on dit, voilà, on vous garantit un résultat, on n'a jamais failli. Sur combien de temps? C'est très court. C'est 10 jours maximum. L'analyse, elle prend 10 jours. L'analyse prend 10 jours. La question, c'est depuis Et combien la de temps recherche vous aussi faites fait 10 jours. Depuis combien de temps vous faites l'analyse? Est-ce que c'est depuis 5 ans et votre retour d'expérience? Merci la question. On va dire, oui, l'entreprise existe depuis 4 ans. Il y D'accord. a 3 mois de recherche et développement, il y a 1 an vraiment d'essais sur le terrain. Voilà. Et tous ces essais, jusqu'à présent, ont tous été concluants. Je pense qu'on a une bonne recette. Et vous parliez qu'avec l'IA, donc à peu près voir, disons, 6 ans, avec 6 ans d'arrière de données, si on retire la dernière année, par exemple l'année 2022, quelle est la marge d'erreur de prédiction? Alors, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est retrouver toutes les données. Allez, à peu près 90% des valeurs, en fait, on essaie de retrouver. On ne pourra jamais trouver 100% des données parce qu'il y a forcément des impondérables ou des variables qui ne sont pas forcément. C'est déjà énorme. Hein, ouais. Mais on essaie de trouver 90% des données. Si on retrouve 90% des données, c'est que notre modèle est bon. Si on ne trouve pas 90% de données, c'est qu'une hypothèse n'est pas bonne. L'hypothèse, c'est quoi? C'est en fait, c'est une erreur sur le plan du réseau. C'est une donnée qui est erronée, en fait. C'est un diamètre qui n'est pas le bon. C'est une année de pause, par exemple, qui manque. On travaille actuellement en Florence, en Italie. On n'a aucune notion de date de pause. Aucune.
C'était dans la tête d'un fontainier, on appelle ça comme ça, la personne qui s'occupe du réseau d'eau, hein, qui est parti à la retraite avant d'avoir retranscrit ça quelque part. Il ne l'a jamais fait. Ça ne nous empêche pas de travailler parce qu'on va travailler par analogie. Donc, on va faire des hypothèses. Et ces hypothèses, on va les vérifier avec un historique de fuite. Oui, j'avais une question sur le côté apprenant, parce que dans tout ce que tu as cité au départ, c'était beaucoup l'analyse, le SIG, donc l'analyse des diamètres, des positions, etc. Et j'avais la même question justement sur le poids de l'analyse statistique des fuites réelles. Je n'ai pas la recette. C'est-à-dire de dire à quel point, moi je pensais que c'était plus ça, quelque part, que l'analyse statique de départ. Et auquel cas, je me disais, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes passé de la vente de cartes au fait de faire vous-même les analyses, parce que ça vous permet de récupérer l'information directement sur le terrain et donc d'alimenter la base de données, le modèle. Non, en fait, concrètement, je prends un réseau comme le réseau bordelais, par exemple. Il y a 3300 km de canalisation. Ils sont extrêmement intéressés par notre solution, mais ils sont extrêmement prudents quant à la mise à disposition de leurs informations qui pourraient alimenter notre base de données. On les va rassurer tout de suite. Ce n'est pas les 1% d'augmentation de notre réseau qui fait 300 000 km qui va révolutionner notre IA, d'une part. Et ce n'est pas les 150 fuites qu'ils ont peut-être en historique qui va révolutionner aussi les 600 000 fuites qu'on a et qui nous servent de base. Donc, ils se rassurent. On ne se sert pas de nos clients pour enrichir notre base de données ou devenir plus performant. Mais leur inquiétude, ce serait quoi leur inquiétude en fait? Ce sont des données sensibles en fait, les données de réseau, en fait, pour des questions de pollution mal intentionnée, voilà, des choses comme ça. Donc, ce sont des données quand même assez sensibles. Mais donc, on a besoin pour travailler. Si on n'a pas ces données-là, on ne peut pas. Soit parce que la collectivité ne le veut pas. Je pense au Havre, par exemple. Dans la ville du Havre, c'est très, très compliqué d'avoir des plans de réseau parce que c'est une zone militaire. Parce que l'enregistrement des données à l'époque ne faisait pas. Nous, sur le réseau électrique en particulier intérêt, on a beaucoup de mal à cartographier nos propres réseaux parce que c'est une durée de vie de 40 ans. Donc, il faut imaginer, on est passé d'une époque où la cartographie était papier, une cartographie numérique. Il faut imaginer les mouvements de terrain où finalement les réseaux souterrains se déplacent de quelques mètres dans la durée de vie du réseau lui-même. Donc, du coup, réussir à avoir une cartographie qu'on appelle de classe A aujourd'hui avec une précision de 50 cm en XY et en profondeur, c'est pas si évident que ça. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on enregistre la donnée, c'est simple. Donc, quand on fait un réseau neuf ou un réseau, une rénovation, on enregistre cette donnée de manière très précise. On a les moyens de le faire. Et par contre, quand on revient sur des réseaux anciens, et ça va être le cas pour vous, c'est aussi ancien, voire plus ancien, du coup, il n'y a pas de cette cartographie-là, et pourtant les réseaux existent bien, ils sont toujours utilisés depuis très longtemps. Mais le poids des critères, non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Voilà, pas du tout. C'est intéressant de savoir qu'il y a 100 entrées, donc 100 entre 100 et 150 entrées, ouais. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Anaïs Non, il n'y a pas de questions en ligne, mais par contre, il faut qu'on avance. Voilà, parce que... il est 15h15, donc un peu plus. Tu n'avais pas d'intervention sinon? Ah non. Bon, on va dire ça. Mais voilà, s'il y avait d'autres questions, vous pouvez les prendre. Et puis s'il y avait une autre remarque de l'un ou l'autre des intervenants. Est-ce que tu voulais vous montrer la deuxième diapo que tu modèles? Non, c'était le reflet de ce que je disais. Donc non, il n'y a pas trop d'intérêt. Il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question. Là, on évoquait l'analyse des flux côté électricité, côté eau. Est-ce qu'il y a des actions aujourd'hui pour justement faire de l'analyse et du pilotage de ces deux flux eau et flux énergie, électricité, pour être en capacité aussi de gérer? Parce que, pour un exemple, par exemple, sur tous les enjeux sur les data centers, gros consommateurs d'électricité et gros consommateurs d'énergie, aujourd'hui, pour mesurer les impacts, pour être en mesure de piloter, pour pouvoir les réduire, ces flux, comme vous l'évoquez, sont traités de façon sur des verticales. Ils ne sont pas forcément traités de manière simultanée. Est-ce qu'il y a des sujets ou des perspectives de travaux, justement, pour être en capacité de les gérer en même temps l'eau et en même temps l'énergie, pour avoir une approche globale de la gestion des flux d'une infrastructure? Avec comme objectif l'impact environnemental? Ça. En tout cas, de première étape d'analyse, et après, derrière, de réduction potentielle. La question, c'est pour bien comprendre. De traiter, en fait, ces deux flux, pas séparément. Pas séparément, mais de manière coordonnée, en tout cas,
d'avoir ces deux flux dans le pilotage. Je pense que vous évoquez des enjeux de pilotage, Oui. pilotage, arbitrage, Oui. et derrière de pouvoir avoir ces données d'information traitées en parallèle. Alors, pas en parallèle, justement. je sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à la question sur l'aspect croisement finalement des deux flux. Par contre, d'un point de vue optimisation, oui, l'optimisation dont je parlais, elle peut s'appliquer au niveau énergétique comme elle peut s'appliquer finalement à n'importe quel flux. C'est-à-dire, c'est des équations mathématiques avec des données d'entrée, des données de sortie. Et donc, c'est des mathématiques qui disent l'optimal, il est là. D'accord? Donc, finalement, que je manipule des kilowattheures ou des litres, les équations mathématiques peuvent maintenir les deux. Donc, finalement, c'est juste définir le système en y mettant des flux énergétiques et des flux d'eau, et finalement de faire tourner les équations et de sortir un optimum. Donc, en fait, techniquement parlant, il n'y a rien qui l'empêche. Et dans la réalité, moi, je n'ai pas été confronté à la question. C'est vrai que là, c'est peut-être un peu le fonctionnement en silo. Ce sont des domaines radicalement différents. Et jamais j'ai croisé une entreprise qui gérait les deux en même temps. C'est le côté en même temps, en fait. C'est vrai que moi, j'ai jamais vu. Pourtant, j'ai un peu de maintenant. On va poser la question de cette distribution de l'eau, par exemple, qui doivent, à mon avis, avoir dans leur manière de piloter et de dire la partie énergétique est extrêmement importante parce que c'est un coût financier très important pour eux. Donc, ils doivent, à mon avis, travailler sur le sujet. Mais de quelle manière, ça, on n'a pas de. C'est une question intéressante parce que comme c'était souligné, en gros, 1 mètre cube d'eau, c'est 1 kilowattheure, c'est ça. Donc en plus, les deux sont reliés, c'est pas juste traiter les deux flux avec chacun ces trucs. Par contre, ça pose de nouveau la question de où je mets le curseur. Parce que l'optimum, définir un objectif, là, dans ce cas précis, ça peut ne pas être le même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien se dire, là, je privilégie plutôt l'énergie, tant pis, je vais consommer plus d'eau, puis à d'autres moments, non, je privilégie l'eau. Mais par contre, c'est un intérêt d'avoir au moins un outil qui me permet de pouvoir piloter et de prioriser tantôt l'eau et tantôt l'énergie. J'ai un exemple très concret de ce que tu dis là. Ouais. Sur Bordeaux, en fait, pour limiter le volume de fuite, ils ont privilégié des réducteurs de pression nocturnes. C'est-à-dire que ça fuit toujours, mais ça coule moins. Pour ça, ils ont consommé donc de l'énergie pour avoir une vanne, une électrovanne qui vient réduire la pression du service quand il y a beaucoup moins de personnes qui l'utilisent, puisque la nuit, en théorie, on est censé dormir. Il y a beaucoup moins de consommation la nuit. Et en fait, leur idée, c'était de réduire la consommation. Ils ont quand même investi beaucoup. Hein. C'est 2,5 millions d'euros, je crois, après l'investissement. Mais quand on sait qu'un mètre cube d'eau, ça peut coûter 1 euro, finalement, ça va assez vite. Donc, leur idée, c'était de réduire la pression pour réduire le volume de flux. Et ça marche. Et le matin, ils remettaient la pression de service à son niveau normal. Et personne ne voyait rien et ça se passait très bien. Et ils reprenaient leur volume de flux traditionnel. Voilà. Mais c'est une façon de réduire, c'est une façon de mettre un mouchoir dessus, en fait, sur le problème. Ouais, c'était pour revenir sur la thématique du jour, sur accélérer pour ralentir, c'est pour après aussi avoir des éléments de mesure pour dire, là, on fait de l'arbitrage, ça, on arrête, ça, on... C'est une question intéressante pour illustrer par un autre exemple. J'ai travaillé, moi, sur un exemple du réseau de chaleur de la ville de Metz, où ils avaient enfin, c'est pas le même problème, mais c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, eux, c'était de la déperdition entre, comment dire, un réseau de chaleur, il y a une demande d'énergie à un instant T, et puis il y a une production d'énergie, et les deux, il y a une contrainte de temps et d'inertie entre les deux qui peut être très importante. Oui, parce que l'eau arrive chaud debout. Hein. Exactement. Oui. Ça a l'air de rien, mais en fait, les quantités perdues, c'est monstrueux. C'est-à-dire que sans parler de fuite, c'est-à-dire avec un système parfait, si tu regardes simplement, voilà quels ont été les besoins, donc la demande, et voilà ce qu'on a produit, ils perdaient 50 de mémoire, 50 TWh par an. Donc on parle en millions d'euros aussi, parce que derrière, c'était une centrale biomasse, donc tout ce qui va bien. Et quand on a démarré le projet avec eux et qu'on leur a dit, mais aujourd'hui, comment c'est piloté? Et ils nous ont dit, il y a un gars qui a du flair, il regarde la météo tous les soirs, et il sait, au doigt mouillé, à quel moment il faut, il dit, là, on démarre la chaudière. Donc autant dire, et les problèmes sont très complexes, parce que entre le moment où quelqu'un dit, j'en ai besoin, et puis le moment où je démarre la chaudière, je chauffe l'eau, j'envoie l'eau dans les tuyaux, etc., il y a une inertie, et souvent, quand l'eau arrivait chaude, il n'y avait plus besoin.
Donc ça représentait une perte énorme. Et c'est un exemple par rapport à la question, je me dis, en fait, oui, il y a une corrélation entre là, la quantité d'eau consommée, l'énergie qui est mise, et puis quel est l'optimum. Mais à l'époque, on avait regardé ça que sous l'angle énergétique. C'est totalement séparé. Je suis désolée, il faudrait conclure parce que dans 5 minutes, il y a un autre atelier et du coup, il y a d'autres gens en ligne qui vont basculer. Donc, si jamais il y a un mot de conclusion, je vous laisse. On peut remercier les intervenants et puis conclure comme ça. Hein. Merci. Oh, oui, merci. Il y a des gens qui sont déconnectés, mais il y avait quelques gens présents en ligne. Merci à tous.